pouvoir avancer sur la presse. Donc Cloud Sales spécialisé chez Intel. Donc ça veut dire que concrètement, j'interviens auprès de nos clients finaux pour m'assurer que lors de leur déploiement dans le cloud, ils tirent parti au mieux de la valeur ajoutée d'Intel, des technologies d'Intel disponibles chez vos cloud service providers. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, une première bonne chose de faite. Concrètement, quand on parle de valeur ajoutée d'Intel, hein, donc chez les cloud service providers, on fait souvent allusion au couple performance-TCO. L'une des composantes finalement qui nous différencie du marché, c'est également notre valeur ajoutée au niveau de la sécurité. Valeur ajoutée qui se fait finalement au niveau hardware, qui n'est pas forcément la chose la plus visible et donc pas forcément la chose la plus connue. Et c'est pour ça que je suis ravi d'avoir l'occasion d'intervenir aujourd'hui auprès de Cosmian, d'Azure, de Thales, pour présenter finalement notre compréhension des enjeux qui nous ont poussé à réfléchir sur des offres autour du confidential computing et comment vous pouvez en bénéficier et le mettre en œuvre. Alors, je vais essayer d'aller un peu rapidement sur ce slide-là. Pour le coup, ça présente un environnement ou un contexte que vous connaissez tous, puisque c'est le contexte dans lequel vous évoluez au quotidien, où l'on a tous vu, hein, au cours de ces 10 dernières années principalement, l'explosion du nombre d'attaques, donc du nombre de cyberattaques. En effet, tout à l'heure, je discutais avec des amis d'e-tracing. Je me souviens, par exemple, de Petya et de WannaCry. Bon, c'est pas forcément tout frais, mais qui déjà à l'époque avaient complètement immobilisé des organisations relativement importantes, malgré qu'ils déployaient les dernières solutions d'endpoint protection, par exemple, avec des politiques de sécurité totalement up-to-date. De même, vous avez sûrement constaté l'impact des attaques cyber sur, finalement, sur votre budget, sur l'image, avec peut-être des fois des amendes en cas de fuite de données. Tout ça renforcé et encadré par un contexte législatif qui se veut de plus en plus protecteur justement de l'intégrité des données personnelles de leurs ressortissants, du transfert de ces données vis-à-vis d'autres géos pour lesquels la législation est peut-être différente, tout simplement. Et ces deux facteurs combinés ont eu pour conséquence finalement d'induire à la hausse vos dépenses en cybersécurité. Alors vous me direz, forcément vous n'avez pas attendu Intel pour réfléchir à comment renforcer votre posture sécuritaire et protéger finalement ce qui est l'or noir de vos entreprises, vos données sensibles, vos données critiques. Forcément, et ça a déjà été présenté par Microsoft, donc vous m'excuserez pour la redite, mais on est vraiment toujours sur les mêmes thèmes autour du confidential computing, donc c'est toujours les mêmes drivers et c'est toujours les mêmes gaps que l'on vient adresser. Donc in fine, je pense qu'on a tous conscience de la nécessité de protéger la donnée at rest pendant le stockage. Donc le chiffrement, par exemple, le chiffrement intégral des disques fait très bien l'affaire. De même, on est tous conscients de la nécessité de protéger la donnée lorsqu'elle transite sur le réseau. Là, pareil, on a un certain nombre de solutions bien connues et plutôt démocratisées, comme les protocoles HTTPS. Mais la question reste entière pour ce qui est de la donnée pendant les phases d'exécution du processing. Donc finalement, pendant les phases de compute, la protection de la donnée pendant l'usage, et également l'attestation. Donc l'attestation, qu'est-ce que c'est? On a Philippe et Arnaud qui l'ont mentionné et qui l'ont plutôt décrit. Hein. C'est finalement garantir que le traitement que vous exécutez s'effectue bien là où il devait être exécuté, donc sur l'environnement l'environnement d'exécution de confiance, le fameux TEE, Trusted Execution Environment. Et, voilà. Et du coup, en offrant ces deux capabilities, hein, c'est vraiment le sujet confidential computing qu'on vient adresser dans son ensemble pour compléter justement votre posture Zero Trust. Donc quand je parle de deux capabilities, c'est la protection de la donnée pendant l'usage ainsi que l'attestation. Alors, pour faire très simple, vous l'aurez compris depuis le début de la présentation, ce niveau de sécurisation, hein, côté Intel en tout cas, il est apporté par le matériel, donc c'est du chiffrement qui se fait au niveau matériel. Concrètement, on sait que la donnée est chiffrée au niveau du disque, très bien. Mais lorsqu'on va commencer à traiter la donnée pour processer les traitements attendus, elle va être affichée en clair dans la mémoire. Et à ce moment-là, justement, vous êtes vulnérable. Ce que nous, on propose, avec notre approche autour de la protection de la donnée pendant l'usage, c'est finalement chiffrer la donnée dans la mémoire. Elle va rester chiffrée au niveau du bus de données. Elle ne sera déchiffrée en clair qu'au niveau de la CPU. C'est là où on va processer le traitement
Et la donnée pourrait être appelée uniquement par des applications dédiées, ces fameuses enclaves, pour ensuite restituer du coup, les résultats du traitement. Pour ce qui est de l'attestation, finalement, l'enclave peut prouver de façon mathématique à un tiers, à une partie externe, qu'elle fonctionne avec le bon code, qu'elle va retourner les données attendues, donc tout ça n'a pas été altéré, qu'elle fonctionne sur la bonne infrastructure de confidential computing et qu'elle fonctionne justement avec le niveau de sécurité le plus récent, le fameux Trusted Computing Base. Donc avec ces deux briques, comme le mentionnait à juste titre Philippe, c'est votre posture Zero Trust que l'on vient compléter. Alors, forcément, au même titre que le cloud, hein, le confidential computing n'est qu'un enabler. Un enabler de quoi finalement? Un enabler de nouveaux use cases. C'est pour vous donner la capacité finalement de tirer parti au mieux de la flexibilité, des nouveaux services disponibles dans le cloud, tout en gardant le contrôle justement de vos données, en vous assurant de rester conforme à la réglementation en vigueur, vous permettre de collaborer au mieux avec vos fournisseurs, vos clients, vos prestataires et peut-être même vos concurrents, pour créer de nouveaux modèles, avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe au niveau de votre marché et pouvoir justement générer plus de croissance. Chose qui n'était pas forcément possible dès lors que vous voulez conserver de manière privée et confidentielle votre IP, les données de vos clients ou que vous êtes contraint par une réglementation assez forte. Derrière, le confidential computing offre aussi la capacité de venir migrer vos workloads dans le cloud tout en rajoutant un niveau de sécurité incrémental. Alors ce slide est un tout petit peu différent de celui qui a été présenté par Microsoft, mais l'idée est la même, hein. C'est tout simplement pour dire que si on réfléchit à ce type de problématiques et à comment on peut les adresser pour vous, c'est tout simplement pour les mettre à disposition le plus largement possible, s'assurer que vous puissiez adopter des standards, que l'industrie adopte des standards qui seront reconnus et vous apporter les solutions les plus pérennes possibles. Donc au même titre que Microsoft, on est cofondateur du Confidential Computing Consortium, et ce depuis 2019. Donc le Confidential Computing Consortium, hein, finalement, c'est un projet au sein d'une fondation Linux, donc un projet open source. Maintenant qu'on a tous plus ou moins compris, enfin je l'espère, ce qu'est le Confidential Computing, essayons de nous poser la question finalement de qui est concerné par le Confidential Computing. Alors, c'est peut-être pas le slide le plus sexy, mais il a l'avantage de vous permettre de brainstormer un peu, de vous projeter, hein, puisque au même titre que le cloud, ce n'est qu'une façon pour vous d'aller adresser de nouveaux cas d'usage qui n'étaient pas possibles justement pour des questions de confidentialité, des questions de protection des données. Aujourd'hui, vous pouvez justement penser au confidential AI grâce au confidential computing. Vous pouvez collaborer ou faire du federated learning grâce au confidential computing. Vous pouvez rester en conformité réglementaire grâce au confidential computing. Et in fine, indépendamment de la technologie sous-jacente, indépendamment des use cases, c'est quelque chose qui se prête à tout type d'industrie. Prenons l'exemple, on l'avait tout à l'heure pour la finance. Alors on a utilisé le blanchiment d'argent comme exemple, donc je vais essayer d'utiliser un autre exemple. Prenons un assureur qui souhaiterait lutter contre la fraude. Pour le coup, avec le confidential computing, ils auraient la capacité de créer des data rooms, d'échanger des données qui peuvent contenir des données personnelles de façon totalement sécurisée et donc d'identifier plus facilement la fraude. Au même titre, dans une industrie totalement différente, prenons par exemple l'industrie militaire ou le satellite, pour avoir eu une discussion tout à l'heure avec quelqu'un qui a bossé avec MBDA. Dans les coalitions militaires de nos jours, il faut forcément coopérer tout en gardant certaines informations secrètes. La position des satellites dans l'espace aérien est un très bon cas d'usage, puisqu'il faut éviter qu'ils ne se percutent. Donc savoir faire vivre les satellites des différents pays, sans pour autant divulguer leur position exacte. Voilà encore une capability, ou plutôt un cas d'usage qui vient être adressé par le confidential computing. Alors, maintenant qu'on a parlé un peu de cas d'usage, et on reviendra plus en détail sur des réels cas clients, hein, essayons de comprendre un peu quelles sont les technologies sous-jacentes qui viennent finalement vous apporter ces possibilités.
Alors là, on va avoir 3 diagrammes. Donc sur la partie qui est la plus à gauche pour vous, hein, c'est finalement une infographie qui vous présente les vulnérabilités, ou plutôt la surface d'attaque, hein, donc en vert, la zone en verte, si toutefois vous ne mettez pas en œuvre de mécanismes de protection de la donnée pendant l'usage. A contrario, avec Intel et les technologies Intel, justement, on vous offre le choix de la taille, ou plutôt de la granularité, de votre environnement d'exécution de confiance, ce fameux Trusted Execution Environment. Concrètement, vous avez le choix de soit aller adresser le chiffrement de la donnée pendant l'usage au niveau applicatif, qui va être le niveau le plus granulaire de sécurité, où finalement on va protéger, comme je le disais, la donnée en mémoire, même pendant son transfert, et elle ne sera décryptée qu'en clair au niveau de la CPU, appelée par une enclave. Et de l'autre côté, au milieu, on a un système qui se met en œuvre un peu plus rapidement, où on a juste à switcher une VM sur une VM permettant d'activer le confidential computing. Et là, on aura une protection qui se fait du coup au niveau de la virtual machine ou du container. Alors forcément, la surface d'attaque est un peu plus large qu'au niveau applicatif, donc la protection est un peu moins granulaire, mais c'est quelque chose qui se met en œuvre plus rapidement. Et in fine, en vous proposant le choix justement de la granularité de la solution à mettre en œuvre pour votre chiffrement applicatif pendant le compute, Intel est le seul acteur à avoir la capacité de vous laisser ce choix. Sachant que derrière, vous pouvez vous appuyer sur des éditeurs comme Cosmian notamment pour mettre en œuvre des technologies comme SGX. Maintenant, entrons un peu plus dans le détail justement de cas clients. Comment est-ce que finalement tout ceci se met en musique dans la vraie vie? Alors là, on va avoir un cas client de Proximus, l'ancien Belgacom, hein, qui est donc l'opérateur majeur de téléphonie en Belgique, qui, comme beaucoup, hein, souhaitait innover, capitaliser sur les données existantes pour créer de nouveaux business models, pour générer plus de croissance, et qui, de par leur activité, manipulait des données critiques, des données sensibles, des données personnelles. À cela s'ajoutait le contexte réglementaire européen que l'on connaît tous, RGPD, mais pas que, qui forcément les contraignait par rapport à la capacité de faire. Ils ont collaboré avec Microsoft Azure pour finalement créer une plateforme d'automatisation du placement de la donnée et du workload en fonction de la criticité, allant le placer directement sur la bonne landing zone avec le niveau de sécurisation adéquat. Dans les faits, ils ont créé 3 landing zones. Donc, une landing zone ou un cloud, si vous voulez, public, où finalement étaient stockées les données les moins sensibles. Un cloud dit privé, où là vont être stockées les données confidentielles, comme les données de facturation client. Et enfin, leur cloud réglementaire ou cloud souverain, qui du coup, lui, va permettre de stocker toutes les données qui sont de la PII, hein, finalement, donc de la donnée personnelle identifiable, tout en étant en accord avec la réglementation et donc la localisation aussi des données. Donc concrètement ici, ils vont s'appuyer sur des applicatifs qui vont permettre d'aller chiffrer la donnée grâce à SGX et d'aller la déposer dans un data center au plus près de Proximus dans une géo qui est validée en Europe. Et finalement, tout ceci n'aurait pas été possible sans le confidential computing. Un autre cas d'usage un peu différent, on va aller dans l'automotive cette fois-ci, où là c'est Bosch qui souhaitait améliorer son système avancé d'aide à la conduite, l'ADAS. Alors concrètement, comment est-ce qu'il voulait faire les choses? Il souhaitait capter des images, des informations issues de caméras embarquées sur des véhicules, à l'avant des véhicules, pour qu'à chaque fois qu'on passe devant un passage piéton, on puisse enregistrer le contexte, extraire de ce contexte du savoir pour entraîner le modèle, et derrière, forcément, avoir un système de conduite autonome avancé, plus performant, sachant réagir en temps réel aux différents cas rencontrés. Cependant, comme vous le voyez à l'image,
bien sûr, on a le contexte quand on arrive à un passage piéton, mais en plus du contexte, qu'est-ce qu'on a? On a des piétons, avec des figures, avec des visages, donc des personnes identifiables. On a des voitures, avec des plaques, et là encore, ce sont des données dites personnelles. Donc, comment alimenter ce modèle sans pour autant, finalement, violer, entre guillemets, la vie privée ou aller à l'encontre de la protection des données personnelles? Alors, quand on a un pipeline de training, hein, il y a différentes étapes, vous le savez mieux que moi, je crois qu'elles sont au nombre de 6, hein, de l'acquisition jusqu'au training. L'une des étapes les plus critiques, c'est la désidentification. Qu'est-ce que c'est que la désidentification? C'est justement prendre une image, prendre un contexte, y extraire tout ce qui est données personnelles, les stocker dans une base de données à part, sécurisée, cryptée, avec un accès limité, et ressortir le reste de la photo, le reste du contexte dépourvu de données personnelles, qui elle sera stockée dans une base de données plus libre, plus accessible, pour pouvoir entraîner vos modèles. Et finalement, Bosch a pu entraîner son système ADAS, malgré ce contexte-là, en extirpant la donnée personnelle, en la stockant dans des enclaves sécurisées SGX, en s'appuyant sur un stack complet proposé par Intel, un stack complet allant de TensorFlow, Libéré Gramine, du Kubernetes, du Kubecon, forcément des enclaves SGX, le tout disponible depuis les environnements Azure. Le slide là, c'est juste pour illustrer les différentes façons d'implémenter le confidential computing et notamment la protection de la donnée au niveau de l'usage, au niveau applicatif. Alors pour le coup, on ne va pas forcément s'épancher dessus puisqu'on aura le privilège d'avoir Cosmian justement qui pourra intervenir et présenter leurs implémentations. Maintenant, donc, si vous vous souvenez, sur l'un de mes slides, hein, je montrais que le confidential computing, c'était un ensemble de capabilities, donc l'une étant la protection de la donnée pendant l'usage, l'autre étant l'attestation. Je pense qu'on commence à bien comprendre du coup la protection de la donnée en usage depuis le début de la matinée. Pour ce qui est de l'attestation, alors si vous êtes dans la salle, je suppose que vous avez tous des contrats cloud, que vous utilisez tous le cloud et des velléités à aller dans le cloud. Mais comment est-ce qu'on vient attester que l'environnement d'exécution est bien un environnement d'exécution de confiance, un TEE? Comment vérifier son intégrité? Et de même, comment est-ce qu'on vient attester que le traitement effectué apporte bien les résultats attendus? C'est cette problématique-là que vient adresser l'attestation, hein, puisque, in fine, on va venir à la fois prouver, comme je disais mathématiquement, hein, qu'on tourne bien avec le bon code, avec les données attendues, qu'on tourne sur le bon environnement de confidential computing, la bonne infrastructure, avec le bon niveau de TCB, donc de Trusted Computing Base. Et finalement, plutôt que de rentrer dans les use cases, l'intérêt ici, hein, c'est de bien comprendre que Intel propose une solution tiers, indépendante, un service en mode SaaS, d'attestation, qui va vous permettre d'attester l'intégrité de vos workloads, qu'ils tournent dans vos data centers, dans les différents clouds publics ou à l'edge. Et plutôt que de continuer sur la technique, je vais à présent laisser la main à nos amis de Thales, qui vont venir vous présenter leurs offres et comment justement ils intègrent notre service d'attestation au sein de leur plateforme end-to-end de sécurité en complément de CyberTrust.